Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, je n'ai pas un mais deux invités sur le plateau, le couple Chipama, Mireille et Jean-Claude. Bonjour à vous. Bonjour Annabelle. Bonjour Annabelle. Alors Mireille, peut-être que vous nous regardez et vous vous dites mais je la connais. Oui, Mireille est déjà venue sur le plateau de Parole de femmes il y a quelques années maintenant. Et Mireille, tu étais venue nous partager ton parcours de femme auto-entrepreneur. Exact. Et puis tout ce que ça pouvait comporter en tant que maman, en tant qu'épouse, etc. Et on avait pu suivre un petit peu ton parcours et tu auras l'occasion aussi de nous en reparler dans la semaine, de nous dire où tu en es par rapport à tout ça. Mais d'après ce que j'ai compris, la femme auto-entrepreneur en toi ne s'est pas éteinte, bien au contraire. Amen. Et tu es venue aujourd'hui accompagner Mireille Galgrace de ton mari Jean-Claude. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Annabelle. Quel honneur de t'avoir sur notre plateau. C'est un privilège pour moi d'être à Parole de femme. Ah, merci. Beaucoup. Pouvons-nous enregistrer ce passage. Et Jean-Claude, tu es venu cette semaine avec Mireille. Vous allez tous les deux aussi nous partager votre parcours de vie, comment vous avez cheminé en tant que couple, parce que vous avez une histoire quand même, je trouve, assez atypique, pleine de rebondissements, pleine d'étapes, de grandes étapes, de petites étapes, de succès, d'échecs, etc. D'enfants aussi, 3 enfants, vous avez. Bien sûr. Et pendant le confinement, vous n'avez pas chômé, vous avez écrit un livre, Oui. Complice et audacieux. C'est 2 mots qui vous représentent bien, je crois. Complice et audacieux, Mireille et Jean-Claude. Et vous avez pris le temps d'écrire ce livre comme étant un outil, en fait, pour aider les couples à pouvoir passer à travers toutes les saisons de leur vie, parce que vous avez maintenant 20 ans de mariage. Oui. 20 ans. C'est bien. Félicitations. Merci. Félicitations Merci à beaucoup. vous. Merci. 20 ans de mariage, 3 enfants. Et puis plein de projets. Toi, Jean-Claude, tu es directeur général, enfin tu es directeur général, exactement, délégué de la banque Equity à Kinshasa, au Congo. Et tu es vraiment cet homme d'affaires. Quand on te croise, tu n'as même pas besoin de dire, on se dit, cet homme, c'est sûr, c'est un homme d'affaires. Ça, on le sent en toi. Et tu vas pouvoir aussi nous partager un petit peu ton parcours et qu'est-ce qui t'a amené là, ce que tu as appris avec le Seigneur, parce que c'est ça, en fait, vraiment la base de votre histoire. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui vous a unis, qui vous conduit, qui vous fortifie, qui vous donne encore de nouveaux projets. On va le voir aussi cette semaine. Hein. Après 20 ans de mariage, ça ne s'arrête pas. Ça continue de plus en plus belle en plus, je dirais. Si vous nous partagez votre horaire, je pense que ça nous fera un petit peu tourner la tête. Mais on va revenir à la genèse de Jean-Claude et Mireille. Votre histoire d'amour, comment ça a commencé? Vous nous le racontez dans le livre. Et d'ailleurs, c'est très bien écrit. Vous êtes écrivain, poète à vos heures. Franchement, quand j'ai ouvert le livre, je me suis dit, oh, ils ont une belle plume, dis donc. Donc, comment vous êtes-vous rencontrés? Vas-y. À qui l'honneur? À qui l'honneur? Voilà, je vais commencer. Jean, que je te laisse faire. Vas-y. Ok, d'accord. Alors, je pense que l'histoire commence à l'université. L'histoire de notre rencontre commence à l'université. J'étais étudiant inscrit en faculté des sciences économiques et le papa de Mireille était un de mes professeurs. Donc, et comme j'étais ce qu'on appelait à l'époque chef de promotion dans ma classe. Tu vois, ça avait déjà commencé. Donc, comme j'étais chef de promotion, donc je devais de temps en temps aller discuter avec le prof, se mettre d'accord sur l'horaire, sur la programmation des examens, les travaux, etc. Donc, parfois, j'allais chez lui à la maison et parce que les professeurs étaient logés sur le campus, de l'université. Et donc, en allant chez le professeur, je me suis rendu compte qu'il y avait des belles créatures. Du coup, tu avais beaucoup de questions à poser au professeur. Régulièrement. Régulièrement, des cours et autre chose.
Donc j'allais souvent là-bas. Et puis voilà, une des sœurs de Mireille, une des sœurs aînées, était dans ma classe. Donc double raison pour aller chez le prof, chez ma collègue. Et pendant que j'étais là, je regardais ça et là, etc. Et j'ai remarqué qu'il y avait une jeune femme qui était belle, toute pimpante, charmante, etc. Et qui rôdait, qui était dans les parages. Ah. Donc, voilà. Et c'est comme ça que, visuellement, Visuellement. j'ai vu Mireille. Ensuite, le coup de cœur s'est produit alors que j'étais alité à l'hôpital. Je laisse Mireille expliquer cette partie-là. Je sais qu'il aime beaucoup que j'explique cette partie parce que vraiment, ça parle beaucoup. Et à l'époque, j'ai 17 ans. Là, on parle d'une période où j'ai 17 ans, une jeune fille, jeune adolescente. Et Jean-Claude, pour moi, c'était un grand frère. Donc, il a dit, il était à l'université, il étudiait avec ma grande sœur. Donc, pour moi, c'était, il était mon grand frère. Et il était un conseiller en même temps pour moi, parce qu'il me disait, Mireille, tu as 17 ans, tu sais, il faut lire un livre sur ça, il faut faire ceci. Ah, mais ça, il ne faut pas faire, tu sais, vraiment la vie d'adolescente. Donc, pour moi, c'était vraiment un modèle de grand frère, parce que c'était vraiment, comme je répète, l'ami de Sylvie, qui est ma grande sœur. Alors là, il tombe malade, voilà, il est alité à l'hôpital. Ma grande sœur Sylvie, elle me dit, mais Mireille, on va voir JC. Donc, à l'époque, on l'appelait JC Jean-Claude. À l'hôpital, je dis, bien sûr que oui. On achète des oranges, des bananes, Annabelle, vraiment la courtoisie, on emmène des bananes. Et j'arrive, je le regardais à l'hôpital, ça faisait 3 jours qu'il était là, totalement défiguré, totalement affaibli par la maladie. Je pourrais dire... C'était le paludisme. Le palud au 3e niveau, voilà. Donc, plus 3. Et là, j'étais attristée de le voir. Je le sais, je le connais, un homme fort, courageux, qui conseille le chef de promotion, le CP qu'on appelait. Et là, je le vois, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à ma grande surprise, j'étais contente de le voir, alité, amaigri, affaibli. 3A. Heureusement qu'il y a une suite à l'histoire. Une suite à l'histoire, parce que là... Alors, maintenant, moi, sur cette partie-là, quand je la vois, parce qu'il s'était passé quand même plusieurs années, je crois que 4-5 ans sont écoulés, et quand je la vois, je dis, oh, mais tiens, Mireille, elle a grandi. Mais elle est devenue une femme. Mais toujours pas de déclic, on va dire. Pas de sentiment amoureux. Pas de sentiment amoureux, pas du tout. C'était grand frère et petite sœur. Et donc, dans la conversation, on discute. Elle avait fini ses cours, et donc elle avait un peu plus de temps. Donc on discutait. Sa sœur partait, nous laissait, et donc on discutait. Première fois, je sors de l'hôpital, je l'invite à la maison. Donc elle vient faire le suivi du malade. Il faut le faire. S'assurer que le malade était bien rétabli. En ce moment-là, deuxième fois, je crois qu'on avait une activité à la jeunesse à l'église, et donc je l'invite également à faire part, à venir participer. Et à cet instant-là, quelqu'un va me poser la question, mais un frère, j'ai dit, mais cette dame, je l'ai vue à l'hôpital, je l'ai vue. Chez toi. Y a-t-il quelque chose entre nous? Je dis, mais non, c'est pas possible. Mais comment? C'est une petite mais c'est pas possible. Mais en vérité, c'est cette question qui va susciter le déclic. Je dis, oh, oui, elle a grandi. Entre-temps, Pourquoi pas? Oui, c'est une belle femme. Oui, je suis célibataire, non engagé. Donc là, c'est comme mes yeux se sont ouverts et je commence à la regarder de manière particulière. Et donc, j'aimais beaucoup écrire. Donc, je vais commencer à lui envoyer des lettres. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Pas de WhatsApp, il n'y avait pas d'Instagram, il n'y en avait pas. Et là, on l'appelait écrivain chez moi.
Ah bah tu vois. Il avait commencé, là on parle de 20 ans en arrière, c'était prophétique. T'aurais pu mettre un petit extrait d'une lettre, je trouve. Mais attends, Mireille, moi je veux savoir, Oui. est-ce qu'à ce moment-là, parce qu'on voit Jean-Claude a eu besoin d'aide pour que ses yeux voient ce qui était déjà en train de se passer, ce qui existait déjà finalement, est-ce que toi, de ton côté, depuis la visite à l'hôpital et puis ces conversations, ces visites, est-ce qu'il y avait déjà eu un petit déclic à ton niveau? C'est sûr que oui. Alors, moi, c'était à l'hôpital. Donc, je racontais la partie d'hôpital parce que moi, le premier déclic, justement, s'est passé à l'hôpital. J'avais eu cette conviction quelques semaines avant. Jean-Claude l'a bien dit, j'étais en train d'étudier, j'étais encore étudiante. Et là, j'étudiais, je sentais une forte conviction, j'en parlerai un peu plus tard, intérieure en moi. Je priais comme ceci. Ma prière était à l'époque, je dis, Seigneur, je veux une personne comme mon père. Je veux avoir quelqu'un. Pourquoi comme mon père? Mon père est pasteur, pas seulement ça, mais mon père, il craint le Seigneur. Je ne l'ai pas vu toutes ces années à la maison faire quoi que ce soit avec maman. Et ma prière, moi, j'avais 19, 20 ans, je disais, Seigneur, donne-moi quelqu'un qui te craint, qui te sert, quelqu'un qui t'aime, quelqu'un qui te sert avec dévouement. C'était ça ma prière. Je priais pendant 3 secondes. À l'époque, c'était pas long. Et là, c'était le premier déclic, ça s'est passé une fois que je priais. J'ai ressenti Jean-Claude comme le grand frère, qui est un homme qui me craint et qui est comme ton père. Je me suis dit, Jean-Claude, c'est mon grand frère. C'est vrai que je l'ai eu conseillé pendant 4 ans, 5 ans, mais là, il fallait qu'il y ait quelque chose qui se passe encore de plus. J'avais peur en moi. Je me suis dit, peut-être, ce déclic en moi, il y a quelque chose qui se passe parce que le grand frère, on a cette relation de grand frère, petite sœur. Et à l'hôpital, pendant qu'il était alité, affaibli, je le regardais et je me suis dit, ben c'est lui, c'est ça, c'est lui. J'ai eu cette conviction, deuxième déclic, à l'hôpital. Mais je ne pouvais pas en parler autour de moi. Je ne pouvais pas le lui dire. Je ne pouvais pas parler à ma sœur. Parce que non, c'est pas possible. C'est l'ami de ta grande sœur. C'est pas ton ami et c'est ton conseiller. C'est le moment maintenant, Mireille, que tu puisses avouer que c'est toi qui as envoyé le frère poser la question. Dis-le sur le plateau. Dis-le, elle doit dire. Donc, exactement. Voilà. Donc toi, Jean-Claude, tu as commencé à écrire des lettres. Moi, j'ai commencé à écrire des lettres et à l'époque, je voulais absolument qu'elle s'épanouisse. Je lui donnais souvent des conseils, je lui donnais des versets à méditer. C'était pas très romantique. Il n'y a pas d'amour à l'intérieur dans ces lettres. Mais en fait, je voulais une relation saine, amicale, fraternelle et tout, jusqu'à ce que je me convainque. C'est-à-dire que j'avais fait un critérium dans ma tête et donc je me suis dit je veux une femme qui craigne le Seigneur, je veux une femme charmante, je veux une femme accessible, etc. Donc parce que je sais que je suis appelé à des grandes responsabilités, j'en avais la conviction, j'en avais l'envie, etc. Donc je voulais une vraie compagne de mission, de parcours qu'on espérait en tout cas en tant que jeune. Donc à ce moment-là, ma période d'analyse a duré 6 mois. Ouais. C'était long. Oui, très long. Ma période d'analyse a duré 6 mois et en ce moment-là, dès que j'ai coché toutes les cases, Bravo Mireille. je suis allé discuter avec ma mère et mon père. Je leur ai dit, voilà papa, maman, j'ai rencontré une fille, je n'ai pas encore parlé avec elle, mais qu'est-ce que vous... Là, pour bien remettre tout, être sûr d'avoir bien compris, pendant ces 6 mois, tu l'analyses, tu l'observes, tu coches tes cases, Oui, mais là, il y a zéro relation amoureuse. Non, Tu n'es jamais prononcé. Alors, donc toi, tu es toujours un peu dans le néant. Je suis dans le néant. Il y a une relation, total. Tu sens que votre relation avance, mais il y a rien. Personne ne s'est déclaré. Alors d'ailleurs, même pour preuve, 4 mois, 5 mois après, je me suis dit, là, il m'écrit, écoute bien le contenu de la lettre. Bonjour Mireille, est-ce que tu as bien dormi? N'oublie pas de prier ce soir. Médite la parole. Bonne soirée. Voilà, c'est le il y avait 3 phrases et ça a duré 5 mois.
Et là, je commençais à m'impatienter, il faut le En dire. fait, là, et là, j'aimerais quand même donner un conseil à quelqu'un, c'est que quand on est en période de fréquentation, il ne faut pas trop se pencher. Parce que si jamais on se rend compte que, ah oui, ça ne va pas marcher, on risque d'avoir provoqué quelque chose et donc une déception. Donc, je voulais rester froid dans ma démarche pour permettre à ce que, quand je veux me décider d'y aller, que ce soit alors Pour de vrai. pour de vrai à 100%. Je ne voudrais pas, surtout qu'on dise, ah, ce Il a frère-là, donné des faux espoirs. il faut d'espoir à une fille, et puis voilà. Donc, on voit ça souvent, des gens qui se vrai. fréquentent, et puis c'est un peu ambigu. Non, pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté. On était frères et sœurs dans le Seigneur. Je l'observais de très loin. J'en parlais avec mes encadreurs, mes parents. Mon père m'a dit, est-ce qu'elle craint le Seigneur? J'ai dit oui. Alors il m'a dit, vas-y. Wow. Donc, quand il m'a dit vas-y, je suis allé voir Mireille. J'ai dit, écoute, voilà, rétrospectivement, ça fait 6 mois que je te regarde, que je t'observe, et là, je suis prêt. Je me sens prêt. Veux-tu m'épouser? Ah, ok, d'accord. Oui, tout droit, c'est vraiment... N'oublie pas de prier ce soir et veux-tu m'épouser? veux-tu quoi. m'épouser? C'était- Wow. Et là, Et je lui ai Pour, dit, ne oui. me réponds Réponds pas pas tout de suite. aujourd'hui. Raisonnable jusqu'au bout, Jean-Claude, mais c'est incroyable. Ne me réponds pas, s'il te plaît. Prends le temps de digérer Ça l'information. fait 6 mois Ça que fait 6 j'y mois que pense. j'attendais. J'ai dit, ça fait 6 mois que j'attendais ça et tout. Et là, pour un petit conseil aussi à ceux qui nous suivent, c'est la persévérance. Alors, ça, c'est le prix à payer. Parce que pendant 6 mois, je savais, comme on dit, cette conviction que j'avais eue auparavant, je savais que c'était ça. Mais il fallait attendre la manifestation, voir ce qui devait arriver. Mais ça m'a pris 6 mois. Et quand je suis allée, je m'impatientais à 4 mois, je dis, Jean-Claude, j'ai une question. Qu'est-ce que tu attends de moi? À 4 mois, j'étais impatiente. Et là, il me dit, effectivement, j'attends que tu sois une femme de prière. Ah ouais. Ah oui, il me dit, je veux que tu sois une femme de prière. Je dis, c'est bien, mais je m'attendais à autre chose. J'étais déçue, Annabelle. J'étais déçue. Parce que pour moi, Vraiment. dans cette phase-là, il fallait surtout pas donner un faux espoir. Allez, pas. Parce que on est de régions différentes dans notre pays. Et donc, je ne voudrais pas que mes parents fassent un blocage à cause de... Parce que culturellement, à cette époque, on avait des difficultés. Donc, mais comme on est une famille chrétienne, mes parents m'ont dit, mais non, tu te fais des idées. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit une bonne femme. Une bonne femme. Elle craint le Seigneur et elle est capable d'être une maman, future maman pour mes petits-enfants. Donc j'ai dit, waouh. Et donc pour moi, c'était voilà, la conviction. Et là, je pouvais m'exprimer. Et quand je lui ai dit, 2 jours après, je pense, elle est venue, elle m'a dit oui. J'ai dit, ah, ok, d'accord. Oui, je le t'ai veux. donné 2 jours, Mireille. Oui, quand même pour réfléchir un peu, mais ça bouillonnait tellement en moi. Mais 2 jours, pourquoi? 2 jours où je disais, waouh, Seigneur, merci. Parce que j'attendais ça et voilà justement le fruit. Donc la persévérance, ça paye. Ça paye. Le temps d'attente, oui, ça vaut la peine. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, va parler à tes parents. Tout de suite. Le lendemain, j'ai dit, parle à tes parents, dis-leur ce qui s'est passé. Et puis, sa maman a dit, ah bon? Oui, d'accord, on veut le voir. Donc, 2 jours après, ils sont venus, ils m'ont convoqué. En disant, mais tiens, monsieur, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, maman, moi j'aime votre fille. Papa, j'aime votre fille et je vais l'épouser. Il me dit, ah bon? Ok, d'accord. J'ai dit oui. Et est-ce que tu penses que tu as un plan, etc. J'ai dit oui. J'aimerais que dans 18 mois... Il savait à qui il parlait. Oui, ça va. Jean-Claude a toujours un plan. Tout était planifié. J'ai dit que dans 18 mois, j'aimerais qu'on se marie. Et là, on s'est assis et puis on a fixé la date.
dans la semaine où Même, elle a dit... la même semaine. Oui, et parce que pour moi, c'était clair que, voilà, dès le moment que j'ai coché toutes les cases, j'ai investi mon 100% dans la relation pour que ça marche. C'était pas marcher à reculons, voir est-ce que ça va marcher, est-ce qu'on est compatible. Non, non, non. Ah, tu avais déjà fait tout ce travail. J'ai déjà fait tout le travail et là, on passe à l'action. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Bon, peut-être que tout le monde n'est pas aussi systématique que toi, Jean-Claude, mais le fait de pouvoir prendre ce temps de recul où on ne s'exprime pas directement, bah, écoute, je te dis tout ce que je ressens, puis comme ça, on commence quelque chose, mais qu'on n'est pas sûr d'achever, on n'est pas sûr d'aller au bout, mais comme tu l'as dit, à ce moment-là, une fois qu'on a exprimé nos sentiments, bah, on s'engage à y être dans une relation amoureuse, les émotions, les familles sont au courant, les amis sont au courant, etc. Et puis, au final de ces 6 mois, bah, en même temps qu'on vit l'histoire et puis qu'on découvre, on se dit, là, il n'y a rien qui se coche. Hein. Au contraire, il n'y a rien qui se coche. Et puis, on arrive à des mariages à contre-cœur. On se dit, comment est-ce qu'on va réussir des renoncements aussi, des ruptures qui occasionnent beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. Donc, je trouve que ça, c'est vraiment un point important et c'est quelque chose, surtout dans cette nouvelle génération, à laquelle on devrait s'attacher, de prendre le temps de pouvoir construire une relation qui n'est pas une relation amoureuse en vue d'une relation amoureuse. Mais là, aujourd'hui, on se dit, j'ai un coup de cœur pour quelqu'un, il faut que je le dise tout de suite et puis on verra ce qui se passera. Or là, bah, ça va être... Mireille, j'ai compris que 6 mois, c'était long, mais maintenant, 20 ans plus tard, bah, plus de 20 ans plus tard même, et tu te dis, ça valait la peine. Les 6 mois, ça valait la peine. Ouais, ça valait la peine aussi. Mais en même temps, c'est bien parce que maintenant, les 6 mois nous ont préparé justement à des grandes choses que nous allons en parler pendant la semaine. Il faut, avant de prendre une décision, il faut prendre le temps. Le temps. Et en même temps, le temps. Et pendant ces 6 mois, oui, il investiguait, mais on priait. Moi, personnellement, je priais. Et moi, de mon côté. Et de son côté, il priait de son côté. Priais. Je voulais que le Seigneur augmente la conviction. Exact. Je ne voudrais pas que... Voilà, je la voyais, oui, mon cœur battait parce que, oui, jeune homme, une belle fille. T'as jamais eu presque un moment où tu t'es dit, allez, je vais lui dire. Alors, pendant les 6 mois. Une qualité exceptionnelle, c'est que je suis extrêmement discipliné. Je suis très discipliné. Donc, ça veut dire que je ne bouge pas tant et aussi longtemps que je n'ai pas le feu vert. Et le Saint-Esprit dépose la conviction dans mon cœur. Mes parents m'ont donné le go, mon pasteur m'a donné le go, je suis allé parler. Est-ce que toi, quand tu le voyais, Mireille, avec ce qu'il pouvait te dire, je veux que tu deviennes une femme de prière. Et il était sérieux en plus. Oui. Et puis, tout, j'imagine, tout son langage corporel. Est-ce que tu pouvais t'imaginer que derrière tout ça, son cœur battait quand il te voyait? Non. Non. Alors là, il ne faisait paraître rien du tout, aucune émotion, rien du tout. Mais ce qui me gardait quand même la tête hors de l'eau, c'est parce qu'il m'écrivait tous les jours. Ah, quand même, ouais. Alors je me suis dit, mais attends, s'il prend la peine de me... Mais il était discipliné. Il me disciplinait vraiment. Il me disait, tous les jours, ma sœur ramenait une enveloppe tous les jours à la maison. Je lui dis, mais s'il prend le temps de m'écrire, c'est ça qui m'a gardé. C'est ça qui a gardé. Je me suis dit, c'est qu'il a un tout petit peu d'intérêt. Voilà, pour moi. Mais je ne sais pas comment, quand, mais s'il m'écrit et qu'il me donne des conseils aussi particuliers. Non, mais ça, je me suis... Il est en train de te former. Il est en train de me former à être vraiment une femme diligente, exceptionnelle, excellente dans tout ce qu'on fait et d'attendre le moment qu'il faut. C'est important, de construire aujourd'hui une relation saine. Une relation, quand on regarde quelqu'un, on va consulter le Seigneur, mais en même temps, je ne veux pas perdre le marché, quoi. C'est-à-dire que, voilà, il faut rester au contact. Fallait écrire tous les jours, quand même. Oui, il faut rester au contact, etc. On est froid, mais on est discipliné et régulier. Et régulier dans les enveloppes, dans les lettres. Tu sais, ça me fait penser, de ton côté à toi, Mireille, un petit peu à Ruth, pour ça va durer 6 mois pour elle, mais quand sa belle-mère lui dit « ne va pas glaner dans d'autres champs ». Et c'était dans ce champ-là qu'elle devait rester, et que toi, t'es resté dans ce champ-là. Toi, t'as pas perdu l'affaire. Mais toi, t'es resté
dans ce champ-là patiemment. Et puis, je crois que oui, Jean-Claude te donnait des conseils, des recommandations, mais au final, c'est le Seigneur qui est en train de te former et de te modeler. Parce que j'ai l'impression que quand même, pendant ces 6 mois-là, au niveau de ta vie de disciple, comment que tu as grandi du coup? J'ai beaucoup grandi. Alors, la femme de prière que je suis devenue, mais le Saint-Esprit m'a beaucoup aidée et je pense qu'il a eu un assistant pour m'aider parce que Jean-Claude me poussait beaucoup à lire la parole, à écouter les messages et vraiment à pratiquer la vie de prière tous les jours. Et je rends grâce au Seigneur pour ça. Alors, peut-être un petit conseil pour finir, c'est que le Saint-Esprit, le temps de patience, ça n'a pas été facile, pas du tout. Pendant 6 mois, c'était long pour moi. Mais le Saint-Esprit, la conviction intérieure, c'est comme ça que je l'appelle, que j'avais auparavant, que j'avais reçu bien avant, c'est ça qui me gardait. Et quand je dis au Saint-Esprit, aide-moi, il me dit, malgré que mon entourage, voilà, je veux dire que l'entourage peut être quand même un facteur qui peut te décourager, pour te dire, ah mais tu regardes, tu attends, ça fait 6 mois que tu attends, il n'y a rien qui se passe, ben change de champ, comme va glaner ailleurs. Non, mais moi, l'entourage n'avait pas effet sur moi du tout, parce que j'avais un conducteur, j'avais un partenaire, c'était le Saint-Esprit. Il me disait tout le temps, Mireille, reste là, sois patiente, et dans tout ce que tu fais, reste là, ne bouge pas. Ça m'a aidé justement à forger cette vie. En tout cas, moi je trouve que ça a été, c'est peut-être une parole de maman du coup maintenant, tu dis c'est bien pour tous les jeunes, faites ça, mais que ça crée une bonne fondation en fait, vraiment, ça crée une fondation qui n'est pas basée sur des émotions, mais qui était basée sur vos désirs, les désirs que vous aviez dans votre cœur par rapport au Seigneur. Et du coup, ça, vous avez laissé le Seigneur en priorité. Alors après, c'est sûr, comme j'ai dit, Jean-Claude avait son système à lui, peut-être que c'est pas un système aussi précis que vous avez, mais je trouve ça très bien, le fait que tu ne te sois pas tout de suite prononcé, que tu aies pris ce temps de recul et parce qu'en fait c'était très chic de ta part, non mais de se dire je ne veux pas m'engager si je ne suis pas sûre de mon engagement. Bah ouais, c'est ça. Bon, après, j'avoue que la chute au bout de 6 mois, passer à la demande de mariage, ça c'est radical, Jean-Claude. De 0 à 100. Voilà. Il n'y avait pas de transition. Les montagnes russes, Mireille, elle a dit, oui, écoute, Jean-Claude, je suis une femme de prière. Une femme de prière, oui. Laisse-moi un peu de temps. Je priais encore pour répondre à ta question. Et demain, on va continuer. Vous allez pouvoir nous partager comment, après cette rencontre et ces premiers débuts, comment vous avez bâti une vie de couple forte qui dure maintenant depuis plus de 20 ans. On parlera sûrement un peu de vos fiançailles et puis aussi de comment vous avez construit le mariage. C'était quoi ton plan, Jean-Claude? Et en tout cas, je crois que pendant ces 6 mois, même avant finalement, pendant ces 4-5 ans, vous êtes côtoyés dans une relation totalement fraternelle. La complicité avait déjà née et aujourd'hui, elle est encore là. Donc, ça vaut la peine d'investir en dehors de la relation amoureuse dans une relation d'amitié parce que lorsqu'après, on se marie et qu'on partage notre vie avec quelqu'un, l'amitié est un des fondements et un des piliers qui fera qu'on pourra passer à travers les bons et les mauvais jours parce que on va apprendre à s'aimer comme des amis et pas seulement comme des amoureux. Il y a des moments, c'est plus facile de s'aimer comme des amis et ça va nous permettre justement de revenir dans une dimension plus romantique. En tout cas, c'est demain qu'on va un peu plus s'en parler et je vous rappelle donc que Jean-Claude et Mireille ont écrit ce livre ensemble, complices et audacieux, même complices pour écrire, félicitations. Écrit à 2, franchement, c'est pas mal. Et puis dans ce livre, vous racontez un peu plus en détail aussi votre rencontre, il y a votre regard à tous les deux, c'est super intéressant. Donc merci l'écrivain. Merci Mireille. Merci, et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes.